Le matin du 1er septembre 1939, un ministre des Affaires étrangères de 51 ans est assis dans son bureau à Stockholm en train de lire les dépêches de la nuit. Les fenêtres donnent sur l'eau. La ville est calme. Il pose un télégramme et en prend un autre. Il le lit 2 fois. Il ne bouge pas pendant un long moment. Il sait déjà quelle sera la prochaine question, parce que la question est toujours la même question à Stockholm. C'est la même question depuis 125 ans, depuis la dernière fois que la Suède a combattu dans une guerre. La question est la suivante. Combien de temps pouvons-nous rester en dehors de tout cela? Il s'appelle Christian Günther. Ce n'est pas un homme célèbre. Il ne sera jamais un homme célèbre. Son nom n'apparaît pas dans les histoires américaines de la Seconde Guerre mondiale. Il n'apparaît pas dans les histoires britanniques. Il apparaît à peine dans les histoires suédoises. Mais les décisions qu'il prend au cours des 6 années suivantes, dans ce bureau tranquille au-dessus de l'eau, sauveront des dizaines de milliers de vies et armeront également, selon le camp qui fait les comptes, l'une des machines militaires les plus efficaces de l'histoire avec l'acier nécessaire à la fabrication de ces armes. Voici l'histoire de ce que la neutralité coûte réellement. Pour comprendre ce que faisait la Suède en 1939, il faut comprendre ce qu'était la Suède en 1939. C'est un pays de 6 millions d'habitants sur une péninsule aux confins de l'Europe. Il n'a pas combattu dans une guerre depuis 1814, lorsqu'il a absorbé la Norvège lors d'une campagne brève et largement sans effusion de sang que les Norvégiens évoquent encore aujourd'hui avec une certaine amertume. Pendant 125 ans après cela, la Suède a construit des hôpitaux, des parlements, des syndicats et un gouvernement social-démocrate qui, en 1939, est considéré comme l'un des plus progressistes au monde. Elle a également développé l'un des gisements de minerais de fer les plus importants au monde, dans un endroit appelé Kiruna, dans le Grand Nord, au-delà du cercle arctique, où le minerai est si pur que les aciéries de la vallée de la Ruhr en Allemagne en dépendent depuis des décennies. 22 millions de tonnes de minerais de fer quittent chaque année la Suède à destination de l'Allemagne. Ce n'est pas un secret. C'est une relation commerciale. C'est, en 1939, simplement ainsi que fonctionne le monde. Puis l'Allemagne envahit la Pologne et le monde cesse de fonctionner de cette façon. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La Suède regarde sa carte. Au sud, le Danemark et la Norvège, tous deux désormais directement dans la ligne de mire de l'Allemagne. À l'est, la Finlande, déjà sous pression de l'Union soviétique. À l'ouest, la mer du Nord, où la flotte britannique commence à imposer un blocus. La Suède est un pays entouré de toutes parts par des gens qui sont sur le point de s'entretuer, et elle n'a, sur le plan militaire pratique, presque aucun moyen d'empêcher l'un ou l'autre de faire ce qu'ils jugent bon du territoire suédois. L'armée suédoise n'est pas négligeable. Elle dispose de divisions, d'artillerie et d'une force aérienne équipée de chasseurs modernes. Mais elle n'est pas suffisante pour résister simultanément à l'Allemagne et à l'Union soviétique. Et durant l'hiver de 1939, cette combinaison d'ennemis n'est pas théorique. L'Union soviétique envahit la Finlande en novembre 1939. Les Finlandais ripostent dans les forêts avec une férocité qui stupéfie le monde et bloque l'armée rouge pendant 3 mois. La Suède observe cela depuis l'autre côté d'une frontière étroite et prend une décision. Elle n'interviendra pas militairement. Elle enverra des volontaires, des armes, de la nourriture et des fournitures médicales en quantité qui, selon tout critère de neutralité, ne sont pas neutres du tout. 8000 volontaires suédois franchissent la frontière en direction de la Finlande. 102 d'entre eux meurent. Les armes et le matériel aident les Finlandais à tenir la ligne suffisamment longtemps pour négocier une paix en mars 1940 qui laisse la Finlande en vie en tant que nation, quoique plus petite qu'elle ne l'était. C'est la première des contradictions. La Suède est neutre. La Suède arme également son voisin contre une grande puissance. Le 9 avril 1940 est un mardi. À 4 heures du matin, les troupes allemandes pénètrent au Danemark et commencent simultanément à débarquer en Norvège. Le Danemark se rend avant la fin de la journée. Le roi danois parcourt Copenhague à cheval dans un acte de défi tranquille qui devient célèbre,
mais ne change rien. La Norvège combat pendant 2 mois. Elle ne l'emporte pas. En juin 1940, la Norvège est occupée. Des soldats allemands se trouvent désormais des 2 côtés de la frontière suédoise. Le pays qui n'a pas combattu dans une guerre depuis 1814 est maintenant encerclé. À Berlin, le haut commandement allemand présente à la Suède un ensemble d'exigences, pas un ultimatum exactement. L'Allemagne ne l'appelle pas un ultimatum. L'Allemagne l'appelle une demande. La demande est que la Suède autorise le transit de troupes et de matériel allemand sur ses voies serrées. Le gouvernement suédois se réunit en session close et débat pendant 3 jours. L'analyse militaire est directe. La Suède ne peut pas combattre l'Allemagne et gagner. La question est de savoir si la Suède peut combattre l'Allemagne et survivre assez longtemps pour que cela compte. La réponse, à l'été 1940, avec la France déjà tombée, avec la Grande-Bretagne se tenant seule, est presque certainement non. Le 8 juillet 1940, la Suède accorde à l'Allemagne des droits de transit sur ses voies tout ferrées. C'est la décision qui définira tout ce qui suit, et elle sera débattue par les Suédois pendant les 80 années suivantes. Au cours des 12 mois suivants, environ 2 millions de soldats allemands et leur équipement traversent la Suède à bord de trains suédois. Les trains fonctionnent au charbon suédois. Les horaires sont tenus par des cheminots suédois. Les frais sont perçus par le gouvernement suédois. Les Allemands qui s'en souviennent plus tard rappellent que c'était remarquablement efficace. Les Suédois qui s'en souviennent plus tard rappellent qu'ils n'avaient pas le choix. Ces 2 choses sont vraies, et ni l'une ni l'autre n'est entièrement satisfaisante. Mais l'histoire de ce que faisait la Suède durant ces années n'est pas seulement l'histoire des transits ferroviaires. C'est aussi l'histoire de ce que la Suède vendait à l'Allemagne et de ce que la Suède faisait discrètement pour les ennemis de l'Allemagne en même temps, et de la façon dont ces 2 choses coexistaient dans le même petit pays, avec le même gouvernement et parfois les mêmes hommes. Le minerai de fer en est le cœur. La Suède exporte du minerai de fer vers l'Allemagne tout au long de la guerre. Le minerai est acheminé vers le sud par voie ferrée, à travers la Norvège ou à travers la Baltique par bateau. Les Britanniques le savent. Les Britanniques en sont furieux. Churchill, avant de devenir Premier ministre, plaide pour miner les eaux côtières norvégiennes afin d'arrêter les navires minéraliers. Et c'est en partie cet argument qui conduit à la campagne norvégienne de 1940, qui échoue lamentablement, et qui est l'une des raisons pour lesquelles Churchill devient Premier ministre. Le minerai continue de circuler. Les aciéries allemandes continuent de fonctionner. Les chars, les avions et les obus d'artillerie qu'utilisent les soldats allemands tout au long de la guerre contiennent du fer suédois. Les estimations varient. Les historiens débattent des chiffres. Mais le chiffre qui fait consensus est que durant les années 1940 à 1944, la Suède fournit à l'Allemagne environ 45 millions de tonnes de minerai de fer. Sans ce minerai, la production d'acier allemande aurait été réduite de quelque chose entre un tiers et la moitié. Il n'est pas possible de savoir avec précision combien de mois supplémentaires la guerre aurait duré sans le fer suédois. Il n'est pas possible de savoir combien d'autres hommes seraient morts durant ces mois, ni si moins de personnes seraient mortes durant les mois précédents si l'Allemagne avait été plus faible plus tôt. Ce qui est certain, c'est que le minerai était indispensable à l'Allemagne, que la Suède savait qu'il était indispensable et que la Suède l'a vendu quand même. C'est ce qui rend la suite de l'histoire si difficile à tenir à l'esprit, parce que la Suède fait également tout autre chose. La légation suédoise à Berlin, au début des années 1940, est un immeuble de 3 étages sur la Rauchstrasse, près du Tiergarten. Elle est dotée de diplomates et de commis et traite, comme toutes les légations le font, les affaires courantes d'un gouvernement neutre maintenant des relations avec un belligérant. Ce qu'elle traite également, discrètement, à la connaissance de presque personne à Berlin, c'est un service de courrier clandestin entre le réseau diplomatique suédois et les services de renseignement alliés à Londres et à Stockholm. Des documents transitent par la légation dans des valises diplomatiques. Des noms transitent par la légation dans des messages codés.
Des personnes, parfois, transitent par la Suède elle-même. La Suède devient la voie d'évasion. Elle devient le seul pays neutre d'Europe du Nord qui partage une frontière terrestre avec un territoire occupé, et à partir de l'automne 1940, cette frontière devient un passage. Des résistants norvégiens la franchissent vers le sud après des actions contre l'occupation allemande, puis la franchissent à nouveau vers le nord après avoir été formés et rééquipés en Suède. Des aviateurs britanniques abattus au-dessus de la Norvège sont acheminés en secret vers la frontière. Des agents soviétiques se déplacent dans les deux sens. Des familles juives de Norvège, du Danemark et, en moins grand nombre, d'Allemagne elle-même, font leur chemin jusqu'en Suède avec l'aide de réseaux qui opèrent avec la conscience tranquille et parfois l'aide discrète de la police suédoise et du gouvernement suédois. Le sauvetage danois est le plus célèbre. Dans la nuit du 1er octobre 1943, les autorités allemandes au Danemark occupé commencent à rassembler la population juive danoise pour la déportation. Le rassemblement avait été anticipé. La nouvelle se répand à travers la résistance danoise et la population civile danoise avec une rapidité qui stupéfie encore aujourd'hui les historiens. Les Danois cachent leurs voisins juifs dans des maisons, des églises et des hôpitaux. Des centaines de pêcheurs sont recrutés pour faire traverser les gens en bateau à travers le détroit étroit entre l'île danoise de Zélande et la côte suédoise. La traversée représente environ 24 km. Les bateaux font des allers-retours dans la nuit et pendant plusieurs nuits après. Quand tout est terminé, environ 7000 Juifs ont été amenés en Suède. Ils sont accueillis par le gouvernement suédois et se voient accorder l'asile. Le gouvernement suédois sait qu'accueillir 7000 réfugiés juifs en pleine guerre mettra en colère l'Allemagne. Il les accueille quand même. Le gouvernement suédois émet une protestation formelle à Berlin. La protestation est ignorée. La Suède ne pousse pas la question plus loin. L'Allemagne ne rompt pas ses relations. Les réfugiés restent. C'est la deuxième des contradictions. La Suède vend du minerai de fer au pays dont les soldats auraient tué ces personnes. La Suède sauve également ces personnes. Les deux choses se passent en même temps. Raoul Wallenberg a 31 ans à l'été 1944. Il est l'héritier de l'une des familles bancaires les plus éminentes de Suède. Il a fait des études d'architecte. Il a travaillé dans le commerce. Il n'a jamais rien fait que quiconque appellerait héroïque. En juin 1944, le gouvernement suédois le nomme à la légation suédoise à Budapest, en Hongrie, avec le mandat spécifique et extraordinaire d'aider à protéger la population juive hongroise contre la déportation vers Auschwitz. À l'été 1944, 437 000 juifs hongrois ont déjà été déportés à Auschwitz et tués. La population juive de Budapest, environ 250 000 personnes, est encore en vie. Adolf Eichmann, qui a organisé les déportations de Hongrie avec une efficacité bureaucratique que les enquêteurs passeront des décennies à tenter de comprendre, est encore à Budapest. Les déportations ont été temporairement suspendues sous la pression de la Suède et d'autres pays neutres, ainsi que du régent Miklos Horthy, qui commence à comprendre ce que la défaite allemande signifiera pour ceux qui ont collaboré au meurtre de masse. La suspension est temporaire. Wallenberg arrive à Budapest en juillet 1944. Il commence à délivrer des passeports de protection suédois, des Schutzpässe, à des juifs hongrois. Les passeports déclarent que le titulaire est sous la protection de la couronne suédoise dans l'attente de son émigration vers la Suède. Ce ne sont pas, techniquement, des documents juridiquement contraignants en droit allemand ou hongrois. Ce sont des papiers. Ils fonctionnent quand même, en partie parce que les Allemands et les Hongrois ne sont pas entièrement certains qu'ils ne fonctionnent pas, et en partie parce qu'à l'automne 1944, les fonctionnaires allemands commencent à calculer à quoi ressemblera leur propre avenir après la fin de la guerre, qu'ils voient désormais s'approcher. Wallenberg délivre des milliers de documents. Son personnel en délivre des milliers de plus. Il soudoie des fonctionnaires. Il établit des maisons de sécurité suédoises à Budapest,
des bâtiments extraterritoriaux marqués de drapeaux suédois. Et les remplit de juifs qui possèdent les documents ou qui sont simplement amenés à l'intérieur avant que les portes ne se ferment. En janvier 1945, il a établi 32 maisons de sécurité abritant près de 10 000 personnes. Il fait d'autres choses. Le 15 octobre 1944, les Croix fléchées, le parti fasciste hongrois, s'emparent du pouvoir à Budapest avec le soutien allemand. Les déportations reprennent. En décembre 1944 et en janvier 1945, les Croix fléchées commencent des marches de la mort, forçant des hommes et des femmes juifs du ghetto de Budapest à marcher vers l'Autriche à pied par des températures hivernales qui tuent ceux qui ne peuvent pas tenir le rythme. Wallenberg suit les marches dans sa voiture. Il conduit jusqu'à l'avant des colonnes. Il se tient sur la route et exige, à voix haute, au nom de la couronne suédoise, que les personnes qu'il identifie comme titulaires de papiers suédois soient libérées de la colonne et renvoyées à Budapest. Il libère des gens de cette façon, des dizaines de personnes à la fois, de colonnes qui marchent vers la mort. Parfois, les gardes des Croix fléchées le repoussent. Parfois, ils ne le font pas. Le calcul qu'ils font, en décembre 1944, ne porte pas principalement sur le droit suédois. Il porte sur ce qui leur arrivera personnellement lorsque l'armée rouge, maintenant visible à l'horizon, arrivera. L'armée rouge arrive en janvier 1945. Budapest tombe. Les Juifs qui ont survécu à l'intérieur des maisons de sécurité suédoises et du ghetto de Budapest, environ 95 000 personnes, sont libérés. Raoul Wallenberg est responsable, au sens direct et sans ambiguïté, d'une part substantielle de ces vies. Les estimations du nombre de personnes qu'il a personnellement sauvées vont de 10 000 à 100 000, selon la façon dont les comptes sont faits et selon la définition large ou étroite du sauvetage. Le 17 janvier 1945, Raoul Wallenberg est convoqué par les autorités militaires soviétiques. Il y va de son plein gré. Il n'est plus jamais revu par sa famille. Il est arrêté par la police secrète soviétique, le NKVD, soupçonné d'être un espion américain. Il est emmené à Moscou. Il disparaît dans le système pénitentiaire soviétique. Le gouvernement soviétique dit au gouvernement suédois qu'il est mort en détention soviétique le 17 juillet 1947 d'une crise cardiaque. Il a 34 ans au moment présumé de sa mort. Le gouvernement soviétique n'explique pas davantage les circonstances. Des enquêteurs suédois passent les 50 années suivantes à recueillir les témoignages de survivants du système pénitentiaire soviétique qui rapportent avoir rencontré Wallenberg vivant des années après sa mort présumée. Aucun de ces rapports ne peut être définitivement confirmé. Aucun ne peut être définitivement réfuté. L'homme qui a sauvé des dizaines de milliers de personnes meurt dans une prison dont les Soviétiques ne divulgueront pas l'emplacement, à un moment que les Soviétiques ne vérifieront pas, d'une cause que les Soviétiques n'expliqueront pas, et le gouvernement suédois, qui a besoin de la bienveillance du gouvernement soviétique dans le monde d'après-guerre, ne pousse pas suffisamment la question pour obtenir une réponse. C'est ce que la guerre fait aux hommes qui la gagnent. L'opération norvégienne se déroule différemment. Le gouvernement norvégien part en exil à Londres en juin 1940. Il se reconstitue. Il reconstruit son armée et il dirige un réseau de résistance à l'intérieur de la Norvège occupé avec une efficacité considérable. La Suède est la charnière sur laquelle tourne la résistance norvégienne. Des agents norvégiens, formés en Grande-Bretagne, sont déposés sur la côte norvégienne par bateau ou parachutés. Et lorsqu'ils ont besoin de quitter la Norvège pour être réapprovisionnés ou pour faire sortir du renseignement, ils passent par la Suède. Le gouvernement suédois sait que cela se passe. La police suédoise sait que cela se passe. Il existe, tout au long des années d'occupation, un accord silencieux, non écrit et jamais reconnu publiquement entre les services de sécurité suédois et la résistance norvégienne, stipulant que le territoire suédois est disponible en tant que corridor de transit, à condition que les Norvégiens soient discrets et ne s'établissent pas sur le sol suédois. Certaines opérations franchissent la ligne. En 1943, des saboteurs norvégiens travaillant sous la direction des opérations spéciales britanniques
détruisent l'installation de production d'eau lourde à Vemork, en Norvège, pour empêcher l'Allemagne d'acquérir le matériau nécessaire à une arme nucléaire. L'opération est planifiée en partie en Suède. Les hommes transitent par la Suède. Le gouvernement suédois ne connaît pas les détails spécifiques de ce qui est prévu. Il en sait assez pour savoir que quelque chose est prévu. Il ne pose aucune question à laquelle il ne veut pas de réponse. En 1943, la Suède prend une série de décisions que les historiens identifient plus tard comme le tournant. En juillet de cette même année, à la suite du débarquement allié en Sicile et de la chute de Mussolini en Italie, le gouvernement suédois notifie discrètement à l'Allemagne que l'accord de transit n'est plus en vigueur. Les mouvements de troupes allemandes à travers la Suède par voie ferrée s'arrêtent. Cela a pris 3 ans. Le gouvernement suédois dira plus tard qu'il n'aurait pas pu prendre cette décision plus tôt sans provoquer une occupation allemande de la Suède, ce qui aurait été pire pour tout le monde, y compris pour les populations, que la Suède aidait discrètement. Le gouvernement allemand ne dit rien publiquement. En privé, les archives diplomatiques allemandes de cette période montrent que l'Allemagne a envisagé des représailles et a conclu que le minerai de fer suédois avait plus de valeur que les voies ferrées suédoises. Le minerai continue de circuler. Le transit s'arrête. Les Suédois ont calculé, correctement comme il s'avère, la ligne exacte qu'ils peuvent tenir. L'homme qui gère ce calcul jour après jour n'est pas toujours visible dans les archives historiques. Per Albin Hansson, le Premier ministre, est le visage public de la neutralité suédoise. Günther, le ministre des Affaires étrangères, est le diplomate. Mais l'homme qui sait où passent tous les fils est un détective nommé Martin Lundqvist. Sauf qu'il n'est pas un détective. Il est le chef du service de sécurité de la police d'État suédoise, et ce qu'il dirige tout au long des années de guerre est une opération d'aveuglement sélectif délibéré qui est peut-être l'acte d'ambiguïté institutionnelle le plus précisément calibré de l'histoire européenne du XXe siècle. Il sait où les agents norvégiens franchissent la frontière. Il sait où les courriers alliés se déplacent. Il sait où les familles juives sont accueillies. Il le permet. Il ne le consigne pas par écrit. Il construit la documentation de son propre département de telle façon que ce que la Suède fait pour l'Allemagne est consigné dans les moindres détails, et que ce que la Suède fait contre l'Allemagne est consigné dans presque aucun détail. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'architecture. Il construit une structure capable de survivre à n'importe quelle issue. Si l'Allemagne gagne la guerre, le dossier suédois montre un partenaire commercial neutre et coopératif. Si les Alliés gagnent la guerre, le dossier suédois contient également les traces documentaires des réseaux de sauvetage et des corridors de résistance disponibles pour être découverts par les bons historiens au bon moment. Ce que Lundqvist comprend et que la plupart des personnes qui écrivent sur la guerre de la Suède manquent, c'est que la neutralité n'est pas une position, c'est une performance. Et le public change selon qui est en train de gagner. À l'automne 1944, la performance touche presque à sa fin. L'armée rouge est en Pologne et en Roumanie. Les Américains et les Britanniques ont traversé la France. La Finlande signe un armistice avec l'Union soviétique en septembre 1944 et expulse ses alliés allemands du territoire finlandais. La Norvège sera libérée en mai 1945. Le Danemark sera libéré en mai 1945. Les divisions allemandes qui ont été garnisonnées le long des frontières suédoises pendant 5 ans déposeront les armes et deviendront prisonnières. La Suède est, à la fin de la guerre, un pays qui n'a perdu aucun soldat au combat, n'a subi aucun bombardement, n'a supporté aucune occupation, et dont l'économie est, comparée à tous les pays qui l'entourent, essentiellement intacte. C'est ce que produit la neutralité en termes matériels. Le niveau de vie suédois à la fin de la guerre est plus élevé qu'il ne l'était au début. La comptabilité morale est plus compliquée. La Suède a vendu du minerai de fer à l'Allemagne tout au long de la guerre. Il n'est pas possible de savoir exactement ce que le minerai a construit. Il est possible de savoir que sans lui, la machine de guerre allemande aurait tourné plus lentement et moins longtemps. Il est possible de savoir que les hommes tués par des armes allemandes
durant les années 1940 à 1945, ont été tués en partie par de l'acier venu de Kiruna. La Suède a également sauvé des dizaines de milliers de vies. Les Juifs danois, les résistants norvégiens, les aviateurs alliés, les réfugiés d'une douzaine de pays qui ont trouvé leur chemin jusqu'à une frontière neutre et ont été accueillis plutôt que repoussés. Le nombre de personnes qui sont en vie dans le monde d'après-guerre grâce aux décisions prises à Stockholm ne peut pas être calculé avec précision, mais il n'est pas négligeable. Ces deux faits existent ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés. Le même gouvernement qui a approuvé les exportations de minerais de fer a approuvé l'accueil des réfugiés. Le même réseau ferroviaire qui transportait des soldats allemands vers la Norvège transportait des familles juives hors du Danemark. Le même pays qui a refusé de combattre est également le pays qui a maintenu les lumières allumées à Budapest assez longtemps pour que l'armée rouge arrive. Raoul Wallenberg n'est jamais retrouvé. Le gouvernement suédois ne fait pas pression sur les soviétiques avec suffisamment de vigueur. Puis il est trop tard pour faire pression du tout. Puis les soviétiques nient tout. Puis 40 ans passent et les archives s'ouvrent et les témoignages s'accumulent et rien n'est résolu. En 1981, le Congrès des États-Unis fait de lui un citoyen honoraire, l'un des rares ressortissants étrangers à qui cette distinction ait jamais été accordée. En 1985, son nom apparaît sur une rue du centre de Stockholm. En 2016, le gouvernement suédois le déclare officiellement mort, 71 ans après sa disparition, sans savoir où il est mort, ni comment, ni quand. Christian Günther prend sa retraite du gouvernement en 1945. Il n'est jugé pour rien, il n'est pas célébré. Il vit tranquillement pour le reste de sa vie et rédige ses mémoires dans un langage prudent et diplomatique qui ne reconnaît presque rien. Ce n'est pas un vilain, ce n'est pas un héros. C'est un ministre des Affaires étrangères qui a passé 6 ans à essayer de tenir son pays en dehors d'une guerre qui consumait tout autour de lui. Et il y a principalement réussi. Et le coût de son succès est quelque chose que les historiens suédois débattent encore. En 1945, lorsque le gouvernement suédois ouvre ses frontières aux survivants des camps de concentration allemands, des bus blancs organisés par la Croix-Rouge suédoise pénètrent en Allemagne et en Scandinavie pour recueillir des survivants. L'opération sort 15 000 prisonniers des camps. Les bus sont blancs pour que les bombardiers alliés ne les confondent pas avec du transport militaire allemand. Les conducteurs sont des volontaires suédois qui n'ont jamais rien vu de semblable à ce qu'ils voient dans les camps. Certains d'entre eux n'en parlent jamais par la suite. Certains d'entre eux ne peuvent pas s'arrêter d'en parler. Les bus blancs sont, en fin de compte, l'image que la Suède préfère se remémorer de ces années. C'est une image nette. C'est une image vraie. Ce n'est pas l'image complète. L'image complète inclut les navires minéraliers allant vers le sud sur la Baltique, et les horaires ferroviaires, et le chiffre de 22 millions de tonnes répété année après année, jusqu'à ce que le chiffre devienne abstrait, ce qui est ainsi que les chiffres deviennent toujours lorsqu'ils sont suffisamment grands et que les conséquences sont suffisamment lointaines. Per Albin Hansson, le premier ministre qui a géré la neutralité suédoise pendant la majeure partie de la guerre, meurt en fonction en octobre 1946. Il s'effondre dans un tramway à Stockholm sur le chemin du retour d'une session parlementaire. Il est transporté à l'hôpital et meurt en quelques heures. Il n'a pas rédigé ses propres mémoires. Il n'a pas accordé l'interview dans laquelle il explique son raisonnement. Il laisse derrière lui un pays intact et prospère, profondément incertain de ce qu'il a fait, et il emporte avec lui ce qu'il savait des débats internes et des décisions silencieuses. L'incertitude est ce qui persiste. La Suède n'était pas le seul pays neutre de la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Turquie, l'Irlande ont toutes navigué dans la même géométrie impossible consistant à se trouver à côté d'une catastrophe sans en être consumée. Chacune d'entre elles a fait des accommodements. Chacune d'entre elles a également apporté des contributions à la survie qui vont à l'encontre de ces accommodements. Le bilan moral de la neutralité dans une guerre totale est, sans exception, un bilan de contradiction. Mais la Suède est le cas le plus clair, parce que la Suède
est celui où l'ampleur des deux choses est suffisamment grande pour être indéniable. Le minerai de fer qui alimentait la machine de guerre allemande et le corridor d'évasion qui permettait à des milliers de personnes de sortir vivantes ne sont pas de petits éléments en marge. Ce sont des faits centraux. Ils se sont produits dans le même pays, sous le même gouvernement, en même temps. Dans les années qui ont suivi la guerre, lorsque des journalistes venaient demander aux diplomates suédois ce que la neutralité avait réellement signifié, les réponses étaient prudentes, cohérentes et peu éclairantes. La Suède avait maintenu la paix. La Suède avait préservé son indépendance. La Suède avait fait ce qu'elle pouvait dans les limites du possible. Ce qui est vrai, c'est que la Suède a choisi sa position avec plus de délibération et plus d'intelligence que la plupart des pays ne choisissent quoi que ce soit. Ce qui est vrai, c'est que la position a été tenue à un coût moral considérable pendant 6 ans de pression des deux côtés. Ce qui est vrai, c'est que les personnes qui ont été sauvées grâce à elle sont de vraies personnes, avec des descendants qui sont vivants aujourd'hui, et la question de savoir si le prix payé pour les sauver était justifié est une question qui n'a pas de réponse nette. Les lumières, au-dessus de Kiruna, brûlent à travers l'hiver arctique, comme elles l'ont toujours fait. Les mines sont encore là. Le minerai sort encore du sol. Les trains descendent vers le sud, sur les mêmes lignes qu'ils ont toujours empruntées. À Stockholm, dans un bâtiment près du front de mer, il y a une plaque sur le mur de ce qui était autrefois le ministère des Affaires étrangères avec les noms des diplomates qui ont servi pendant les années de guerre. Le nom de Christian Günther y figure, ainsi que ceux d'autres personnes qui ont fait des choses que la plaque ne décrit pas. La plaque est très petite. La plupart des gens qui passent devant elle ne s'arrêtent pas. C'est à cela que ressemble la neutralité quand la guerre est terminée. Elle ressemble à une plaque qui ne répond à aucune question. Elle ressemble à une économie qui a survécu intacte. Elle ressemble à 71 ans de recherche d'un homme dans un système pénitentiaire soviétique sans jamais le trouver. Elle ressemble à 7000 personnes qui ont traversé un détroit de 24 km dans un bateau de pêche par une froide nuit d'octobre et sont arrivées en Suède et ont survécu. Elle ressemble à 45 millions de tonnes de minerais. Elle ressemble à toutes ces choses en même temps, parce qu'elle est toutes ces choses en même temps, et quiconque vous dit le contraire a décidé à l'avance de ce qu'il veut que l'histoire signifie. L'histoire ne coopère pas avec cette décision. Elle ne le fait jamais.